Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Bonjour Madame Falk-Pierrotin. Bonjour. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui donc à l'invitation de la DAN. Comme vous l'imaginez, depuis quelques mois, beaucoup d'acteurs de l'écosystème Web3 donc, ont découvert l'ANJ parce que c'est vrai qu'ils connaissaient bien l'AMF, parce qu'on parlait de régulation notamment financière. Et c'est vrai que bien, depuis quelques mois, on parle beaucoup plus de tout ce qui est régulation liée au jeu parce que le Web3 touche aussi le gaming et donc voilà, la DAN a jugé bon de nous inviter. Vous avez répondu favorablement à cette invitation et donc on va avoir 10 minutes pour discuter un peu de ces sujets en tant que régulateur. Mais j'avais peut-être une première question pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pourriez très rapidement en fait, rappeler la mission de l'Autorité nationale des jeux? Bonjour à tous. Alors l'Autorité nationale des jeux, c'est effectivement une jeune autorité qui a été installée en juin 2020 et qui est le régulateur des jeux d'argent et de hasard. Donc c'est un marché de 13 milliards d'euros, d'environ un Français sur deux, donc c'est un grand marché. Et en tant que régulateur, concrètement, la mission de l'ANJ, c'est dans le fond, de trouver un équilibre entre la dynamique de marché, le marché croît, le marché innove, et les intérêts des autres parties prenantes. Les autres parties prenantes étant les joueurs, les investisseurs, l'État. Donc concrètement, on lutte contre l'addiction, on lutte contre le blanchiment, on veille à ce que les offres de jeux d'argent et de hasard soient intègres, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas fausses et qu'elles trompent le consommateur. Et par ailleurs, on assure une supervision économique du marché pour savoir un peu les tendances, les concurrences, les parts de marché. Et alors justement, donc depuis quelques mois, on parle de ces jeux liés au Web3. On parle également d'une régulation qui serait adaptée à ces acteurs. C'est la fameuse... le régime qui serait celui de JONUM, donc pour les jeux à objets numériques monétisables. À quoi correspondrait ce régime qui n'est pas encore en place et pourquoi? Alors ça, je dirais la question, il faut la poser au gouvernement. Nous, on a eu des projets qui ne nous ont pas complètement satisfaits. Et à ce stade, ce que nous avons dit, c'est que, bon, effectivement, les JONUM ont une mécanique de jeu qui peut être différente du jeu d'argent, mais en même temps, c'est quand même la nouvelle frontière de jeu d'argent. Les gens jouent au JONUM avec de l'argent pour gagner de l'argent. Donc, ce qu'on a dit au gouvernement, c'est que si on élabore un nouveau régime juridique pour les JONUM, il faut 3 considérations principales. 1, il faut renforcer la protection. Pourquoi est-ce qu'il faut renforcer la protection du joueur? Parce que, en fait, vous êtes, vous les JONUM, dans un univers de jeux et de jeux d'argent qui est en très forte croissance. J'ai dit 13 milliards d'euros, mais c'est 20% de croissance sur 2022 par rapport à 2021. Donc c'est un marché qui croît beaucoup et qui suscite de plus en plus d'addictions. Donc, si on ajoute une couche, même spécifique à ce marché, il faut renforcer les protections. 2, il faut que la régulation soit cohérente. Cohérente, ça veut dire que si on crée un nouveau régime juridique, il faut que celui-ci s'articule avec le régime juridique précédent. Il peut s'en différencier, mais en tout cas, il ne peut pas être en contradiction avec ce régime juridique précédent. Ce qui veut dire concrètement qu'un même jeu ne peut pas être soumis à deux régimes de régulation. Donc il faut bien distinguer ce qu'est un JONUM versus ce qu'est un jeu d'argent. Et puis 3, et ça a été mentionné à plusieurs reprises, on est face à un marché JONUM qui, dans le fond, est émergent. Nous, on l'étudie maintenant depuis 18 mois autour de la société Sorare, et on a bien vu que, je dirais, les tendances ne sont pas encore totalement, stabilisées. Donc, il nous faut un régime expérimental, et il nous faudrait aussi quelque chose qui ne soit pas simplement un catalogue d'obligations, mais qui soit un régime juridique qui donne de la marge, qui donne du mou, permettant aux régulateurs, finalement, au terme d'une discussion avec les acteurs, de bâtir les bons outils. Il ne faut pas que tous les outils soient élaborés maintenant, parce que, dans le fond, on va se tromper. Donc, il faut ce qu'on appelle, nous, le droit souple, c'est-à-dire, en fait, une capacité du régulateur de jouer son rôle et d'élaborer avec les acteurs, finalement, ces outils. Et alors, je vais me faire un peu le porte-parole quand même de certains acteurs de l'écosystème qui appartiennent à la DAN. Donc, dans les mois qui viennent, est-ce que finalement, ils vont bénéficier d'un cadre donc, spécifique à leurs activités? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, nous parlons d'un secteur qui évolue vite. Donc,
est-ce qu'effectivement avoir quelque chose d'un peu souple qui permet de laisser place à l'innovation tout en protégeant les consommateurs n'est pas finalement la bonne piste à suivre? C'est clairement la bonne piste, parce que quelque part, vous construisez, entre guillemets, le pacte d'acceptabilité de vos jeux avec le public. Donc c'est sûr que c'est la bonne idée. La question c'est comment est-ce qu'on gère la période transitoire? Est-ce qu'on se borne à fixer, vous voyez, un catalogue d'obligations un peu administratives? Quelle serait-elle, par exemple? C'est en tout cas, pour le moment, la proposition qui est un peu sur la table. Il y a un certain nombre d'obligations administratives qui doivent être respectées par les éditeurs de Jonum. Mais on ne fixe pas, dans le fond, exactement l'objectif que l'on recherche avec ce nouveau cadre juridique. Nous, ça nous paraît une approche, comment dire, presque un peu tatillonne, d'une certaine manière. Nous préférerions que le gouvernement fixe des objectifs, bien sûr, fixe quelques principes, par exemple l'interdiction de jeu des mineurs ou la lutte contre le blanchiment. Ça, c'est les principes, je dirais, cardinaux. Mais pour le reste, donne finalement une marge de manœuvre aux régulateurs de construire les réponses de régulation avec les acteurs eux-mêmes pendant ces 3 ans. D'accord. Et alors justement, vous échangez avec ces acteurs. Quelle est la principale revendication qui revient en général de leur côté? Je crois que la principale revendication, vous l'avez vous-même mentionné, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas un carcan administratif qui les empêche d'innover. Et très honnêtement, moi je les comprends. Simplement, ce que je crois, c'est qu'on a plein d'exemples. Et moi, pour avoir dirigé la CNIL pendant plusieurs années et avoir suivi la régulation d'Internet avant, le cadre de confiance, c'est la bonne recette du business. Et aujourd'hui, il faut dire quand même que le Web 3, il n'y a pas une crise de confiance, le mot serait trop fort, mais en tout cas, il faut qu'il apporte, entre guillemets, des réponses de confiance. Donc l'idée de construire un cadre qui soit un cadre raisonnable, qui se met en place progressivement en dialogue avec le régulateur, je pense que c'est la bonne réponse. Et si en France, on est capable de faire ça, c'est formidable. Surtout qu'en plus, on a une industrie, qui marche très bien sur tout ce qui est jeux vidéo. On a, comme vous l'avez mentionné, Sora et d'autres acteurs, on va en parler après, sur le panel qui aussi émergent. Est-ce qu'effectivement, le risque n'est pas de rater un peu ce coche finalement de l'innovation sur tout ce qui est gaming, Web3, sachant que la France est déjà leader dans les jeux plus traditionnels? Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que le risque, c'est au contraire de laisser s'exprimer des positions extrêmement radicales et fermées contre les Jonum, parce que, de façon générale, les jeux d'argent font l'objet aujourd'hui d'une méfiance et d'une montée des préoccupations de la part des opinions publiques dans tous les pays, que quelque part, les Jonum qui s'ajouteraient à ceux-ci vont inquiéter un certain nombre d'acteurs et un certain nombre d'observateurs. Donc, il y a des pays qui ont interdit Sora, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout intérêt à préempter le débat et à dire, écoutez, on a entendu vos préoccupations et voilà la réponse, entre guillemets, construite, pas à pas avec les acteurs que nous vous proposons. D'accord. Donc là, c'est par ordonnance que finalement va être défini ce cadre. Est-ce que vous avez une idée quand même du calendrier? Parce qu'on le sait très bien, on l'avait vécu à l'époque avec la loi Pacte, concernant les ICO, des choses comme ça. Il y a aussi la question du timing, parce que l'incertitude juridique pèse aussi sur justement ces entreprises. Est-ce que vous avez un peu plus un peu de visibilité à donner à ce niveau-là? Écoutez, ça serait bien m'avancer, mais ça n'est pas sûr que ça soit par ordonnance. Il peut y avoir une possibilité d'amendement à l'Assemblée nationale. Donc à l'Assemblée nationale, la prochaine étape, il y a plusieurs prochaines étapes. Il y a une première étape prochaine qui est la consultation de l'ensemble des acteurs par rapport au projet de cadre de régulation qui est en train d'être bâti par le gouvernement. Donc ça va se dérouler dans les semaines à venir. Ensuite, il y a la discussion à l'Assemblée nationale et possiblement, puisqu'il y a une procédure qui est un peu accélérée, l'adoption d'un texte à l'automne. Ensuite, il y aura les décrets d'application. Donc, en gros, vous aurez le texte pour la fin de l'année. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au bout de ces 10 minutes et nous allons maintenant donc passer au panel avec des acteurs du secteur. Et encore une fois, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci.